Alors, je vous prie d'accueillir Zora Villalar, qui est avocate associée au cabinet Fromont-Briens. Est-ce que ça fonctionne mieux là? Non? J'aime pas trop. Oui, cabinet Fromont-Briens, qui est avocate plaidante en matière de droit social et qui a parmi tant d'autres, une autre compétence qui est d'être magistrat et membre du Conseil de prud'homme. C'est à Nanterre, hein. Vous êtes à Nanterre. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais nous, on a des conseillers prud'homaux à la CEPNL, à la Confédération d'enseignement privé non lucratif, même de Courson. Je ne sais pas si... de Courson. Non, qui est un de nos magistrats. Voilà. Et Zora a des clients prestigieux, parce que parmi ses clients, elle a la FNOGEC. Donc, je crois qu'elle peut s'enorgueillir d'avoir de tels clients. Donc, on va essayer de faire quelque chose de dynamique à partir d'une analyse rapide, une restitution rapide, je ne dis pas que l'analyse l'a été, d'une centaine d'arrêts de cours d'appel. On avait fait cet exercice-là à la journée gestion il y a 2 ans, qui était une journée sur les risques. Hein, donc on a repris d'ailleurs cette bonne idée qu'avait eue Caroline de nous faire travailler. Et donc on a refait l'exercice sur la période 2018-2019. Et donc là, on a analysé 70 arrêts sur cette période. On s'est concentré sur le prud'homme, parce qu'il y a d'autres sujets sur la santé. Il y a un peu de faute inexcusable, des accidents du travail. Il y a aussi des problématiques de taxes, de taxes diverses et variées. On a fait également, et merci d'avoir participé aux réponses du questionnaire, on a ouvert un questionnaire comme on l'avait fait la dernière fois pour classer les risques et avoir votre ressenti, ce qui nous permettra aussi d'illustrer peut-être une démarche prospective pour les années à venir. Sur les 130 arrêts analysés depuis 2015, on a fait une petite synthèse. Alors je suis désolé, mais j'ai pas été très doué sur les schémas croisés dynamiques. Donc c'est voilà. En tout cas, c'est une information. Juste en ressenti, hein, et 2 points d'analyse. On a vécu ces 2 dernières ou 3 dernières années une baisse considérable du contentieux remontant en cours d'appel et en cours de cassation sur les chefs d'établissement. Le premier sujet. Sans doute que les questions sont réglées grâce à la commission de conciliation plus facilement que dans le passé. On va essayer de positiver l'affaire. Peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ça ne remonte pas en appel et en casse. Hein. Là, c'est une analyse d'arrêt, appel et casse, et cours de cassation. Une baisse mécanique des contentieux liés aux heures de délégation. Hein, ça aussi, mais alors, c'est par la force des choses, parce qu'à force de se faire condamner, on applique les bonnes pratiques. Et donc, du coup, les contentieux se recentrent sur les salariés dont nous avons la charge. Et c'est assez... le nombre de contentieux et la proportion de contentieux en fonction des catégories concernées est à peu près dans les catégories présentes dans les établissements, avec une pointe quand même notable chez les ASEM et les agents d'entretien, mais qui est souvent liée à du contentieux autour des CUI-CAE, de l'obligation de formation respectée ou non, et les questions liées à l'annualisation et la modulation du temps de travail appliquée au CUI-CAE. Donc on va peut-être, si on a le temps, évoquer ces sujets-là. Sur la nature même du conflit et les motifs de recours, alors c'est synthétisé, hein, donc on a réduit le champ, dans la restitution, le champ de nos analyses pour mettre clairement en tête des problématiques liées au licenciement. Les licenciements mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui s'accompagnent en règle générale d'une demande et d'une liste de demandes et
de sollicitation du juge assez considérable. Donc, je n'ai pas indexé à chaque fois harcèlement moral et licenciement, heures supplémentaires, heures complémentaires, discrimination et inégalité de traitement. Mais c'est souvent le package désormais des recours autour du licenciement. Je voulais vous donner quelques éléments d'alerte et un peu de référence de jurisprudence. On vous mettra à disposition l'ensemble des arrêts qu'on a commentés et l'ensemble des autres arrêts. Moi, j'en ai sorti une quinzaine qui me paraissait important de traiter aujourd'hui. Juste un petit point, là aussi, on est preneur de tous les jugements et arrêts dont vous avez la connaissance. Donc surtout, notamment pour le partager entre nous, remontez-nous toutes les affaires dont vous avez connaissance et merci de solliciter chaque établissement de faire de même. J'invite les organisations syndicales à faire de même pour un partage de cette connaissance. C'est important parce qu'on est un peu tombé de notre chaise sur certains arrêts de cour d'appel, c'est-à-dire que c'est pas rien, et on est tombé quand même sur des situations un peu curieuses et on aurait aimé être informé pour pouvoir aussi éviter et créer des bonnes pratiques et éviter que des contentieux ne soient générés au niveau national. Premier sujet, licenciement économique. Alors là, j'ai pas grand-chose à dire, donc c'est pour ça que ça prendra 2 heures. Deux sujets ou 3 sujets vraiment à pointer. Le motif économique. Premier sujet, la forme. On est toujours épaté sur la mauvaise rédaction des lettres de licenciement. Donc là, vraiment, il y a un effort à fournir, peut-être de formation, peut-être d'externalisation de la rédaction. Alors, on a un métier, c'est de rédiger, on le fait intelligemment, sauf que ça ne rentre pas dans les cases. C'est-à-dire qu'un licenciement pour motif économique, il y a une définition du licenciement, dans l'article, j'ai oublié, 31, 21, 21, il y a des difficultés économiques ou une nécessité de réorganisation en raison de la sauvegarde de l'entreprise. Il faut déterminer en quoi cette ambiance économique induit de la suppression de postes ou des modifications de contrats et ses conséquences. Donc voilà, c'est vraiment des étapes. Et ensuite, l'élément causal, c'est vraiment important de dire l'élément matériel, c'est ce qui entraîne les difficultés économiques que vous allez devoir mettre en exergue, et l'élément causal, l'élément causal, c'est la conséquence sur l'emploi du salarié. Est-ce qu'il est modifié, est-ce qu'il est supprimé? Si ces 2 éléments-là n'apparaissent pas dans la lettre de licenciement, on va voir que la forme, elle n'est pas forcément toujours importante dans les courriers, mais sur ce point-là, c'est un élément important de définir ces 2 points. 2 choses à retenir, l'élément matériel, difficulté économique, sauvegarde de compétitivité, ou baisse du chiffre d'affaires, ou difficulté économique, et l'élément causal, c'est la conséquence sur l'emploi, ou modification de contrat pour motif économique, ou suppression de l'emploi. Et ça, quelle que soit la nature de l'activité, le volume horaire consacré à telle activité, le fait que le salarié soit en cumul d'emploi ou pas. C'est-à-dire que beaucoup des arrêts où il y a eu une condamnation, on est dans une situation un peu particulière, mais qui est liée à notre activité. Madame parlait des cumuls d'activités. Et on sent, à la lecture des arrêts, alors là c'est du ressenti, on sent qu'on prête moins d'attention à la rédaction de la lettre lorsqu'il y a une suppression d'emploi concernant un enseignant qui a une activité complémentaire. On a un régent des études, donc on supprime lors de l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement qui a un autre projet, on supprime un niveau ou de hiérarchie ou de responsabilité, et on prend moins d'attention à la rédaction de la lettre, et on impose quasiment une modification du contrat ou une suppression de cet emploi dans une situation qui mérite quand même malgré tout qu'on y prête attention. Donc l'environnement fait qu'on ne fait pas attention, mais il faut revenir à l'essentiel. Les salariés, quelle que soit leur activité, quelle que soit la relation que nous entretenons, bien qu'on leur verse que des indemnités, ce sont des choses qu'on entend, indemnités de fonction, etc. Il leur faut un contrat de travail de temps en temps. Et lorsqu'on rompt ce contrat, il y a quelques obligations que vous avez rappelées, merci. Sur les difficultés économiques, un arrêt très intéressant de la Cour d'appel d'Angers, du 21 juin 2018, qui opère
une restriction d'analyse sur les difficultés économiques. La question se portait de savoir si les difficultés économiques devaient être appréciées sur l'ensemble de l'établissement. Alors, je ne vais pas le citer, mais les Angevins reconnaîtront. Savoir si les difficultés devaient être analysées sur l'ensemble de l'établissement ou uniquement dans le CFP. Et le magistrat, comme quoi on peut être angevin et dynamique, intelligent et volontaire, et suivre nos prescriptions, nous dit que les difficultés économiques doivent être appréhendées sur le seul centre de formation professionnelle, alors même que l'ensemble scolaire continue à générer de substantiels bénéfices. Le terme est assez rigolo, puisque la structure perçoit des subventions publiques qui obligent à la tenue d'une comptabilité particulière prévue par le Code de l'éducation, et celle-ci devant faire apparaître distinctement le secteur de l'établissement placé sous le régime du contrat et qui empêche en conséquence de transférer des fonds de l'activité lycée à l'activité CFP. Cette nécessité comptable est rappelée dans un courrier du commissaire aux comptes, etc., etc. Et donc ça justifie en soi l'analyse d'un périmètre restreint de difficultés économiques. Donc pour nos structures, avec une complexité de plus en plus importante dans ces structures-là, c'est un élément sans doute important à connaître, et donc je vous invite à vous reporter à la lecture de cet arrêt. Oui, Zora, non ? Non. On a pas mal d'arrêts cette année, mais on réduit le sens de ces motifs de recours autour du reclassement. On a connu par le passé beaucoup de sollicitations et beaucoup de demandes autour du périmètre, encore une fois, d'un groupe de reclassement dans l'enseignement catholique. Un arrêt du mois de mars 2018 a mis fin à ce risque que nous avions combattu. Donc les choses se sont calées. Il y a eu un arrêt en 2018 postérieur à l'arrêt de Cour de cassation qui estimait que l'enseignement catholique était un groupe dans le périmètre de reclassement, puisque l'ordonnance de 2017 a réduit de toute façon le périmètre de reclassement aux sociétés commerciales, les secteurs associatifs n'est plus touché. Donc c'est plus un sujet. Il y a juste un sujet autour de la formalisation des recherches. Donc là je reviens encore une fois sur la forme qui... alors je ne vais pas refaire mon sketch autour de Yering, Lénine et compagnie, et de Victor Hugo, mais la forme, c'est l'émergence du fond. Donc il faut toujours formaliser les actions que vous menez, et notamment dans le cadre du reclassement, au moins prouver que vous avez recherché, même si vous savez qu'il n'y avait pas de poste disponible. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que effectivement dans le licenciement pour motif économique comme dans le licenciement pour l'inaptitude, on doit, dans certains cas, pour l'inaptitude, on doit procéder à des recherches de postes de reclassement disponibles. Bon, vous le savez, il n'y a pas de poste qui pourrait être proposé. Et vous devez quand même faire semblant de rechercher, donc ça veut dire quoi ? Se constituer des preuves aussi, envoyer des mails en disant est-ce qu'il y a un poste qui pourrait correspondre en envoyant le CV. Et puis ces éléments-là, en cas de contestation, ces éléments-là, en cas de contestation, viendront prouver que vous n'avez pas manqué à votre obligation de rechercher des postes de reclassement, même inexistants. Donc la preuve, là, dans ce cas-là, elle est très importante. Donc des mails. Pas d'appel, mais des mails en disant tu me confirmes qu'il n'y a pas de poste disponible, même entre vous, c'est pas très grave, mais au moins des mails qui prouveront que vous avez procédé à cette recherche. C'est important. Recherche interne, recherche externe. Alors dès lors qu'on est aujourd'hui un peu plus décontracté compte tenu du périmètre de reclassement et du groupe, on peut être des entreprises citoyennes. Alors culturellement, on ne fait pas semblant, nous aura. C'est-à-dire que nos amis syndicalistes au deuxième rang, notre président au premier. Nous sommes des entreprises responsables, et dans ce cadre-là, et dans le cadre de certains engagements moraux, vertueux et à forte valeur, nous nous engageons à... Non, mais en plus c'est vrai. Non, c'est vrai. Au-delà de la pirouette, c'est vrai. Donc rien ne nous empêche aussi de rechercher activement dans le réseau, et le travail autour des compétences que va vous montrer Alexandre cet après-midi peut être un formidable outil de mobilité, mais aussi de recherche de reclassement. Et donc, comme on a plus ce poids du groupe qui nous enquiquinait et qui restreignait justement cet esprit de responsabilité, on va pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes. Ah oui, les vraies fausses bonnes idées du paritarisme.
Alors là, je me retourne. Alors, décidément, vous êtes sur la sellette, pardon, mesdames. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la PSA 2E. Non, mais comme quoi, non, mais méfions-nous des bonnes idées. Vous vous souvenez de l'article 208.4 sur... alors là, c'est vraiment de la prescription pour autrui, ou de la stipulation pour autrui. C'est-à-dire qu'on avait organisé un système que je viens de décrire. C'est-à-dire qu'on avait une volonté quand même de travailler en réseau. C'est-à-dire on est un réseau de l'enseignement catholique, difficile de laisser les gens sur le bord de la route, alors même qu'il y a un poste à 300 mètres, 600 mètres, 3 km ou 300 km. Donc il y avait dans la convention collective, qui a été révisée depuis, un dispositif de priorité. L'employeur s'engageait à présenter comme prioritaire dans les autres établissements du réseau, sans lien, si ce n'est affectif ou institutionnel, mais sans lien juridique, à présenter de manière prioritaire dans les autres établissements le salarié qui venait de licencier pour motif économique. Donc là, c'était une bonne idée, sauf que la bonne idée, la contrainte, l'obligation, elle est impossible à exécuter, et donc mécaniquement arrive ce qui devait arriver, sanction de la Cour d'appel de Douai, 20 avril 2018, en disant vous n'avez pas fait ce que la convention collective vous imposait, c'est-à-dire de présenter un droit de présentation. Oui. C'est-à-dire qu'on est prioritaire chez un collègue. Donc Eric, tu es bien gentil de prioriser Monsieur X que j'ai licencié pour motif économique, et Monsieur A sera heureux de l'accueillir dans le 18e. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie d'une culture commune, je plaisantais tout à l'heure. Je crois qu'on a besoin aussi de partager ces éléments-là. On se dit que les bonnes idées sont parfois... je ne vais pas faire le pavé de bonnes intentions, etc. Mais voilà, c'est des vraies fausses bonnes idées. Il faut toujours se poser la question de l'usage qu'on fera plutôt que de la... C'est d'ailleurs pour cette raison que la notion de groupe, elle a été retravaillée par le législateur, parce que quand vous êtes dans un groupe de société, si on sort un peu de la FNOGEC, c'est exactement ce qui se passait. Je devais proposer en priorité un poste d'une autre entité, enfin un salarié d'une autre entité, et on me contraignait à proposer en priorité ce poste à un salarié d'une autre entité. Et moi, j'ai pas forcément envie de ce salarié-là, j'ai peut-être envie d'une promotion en interne, j'ai peut-être envie de recruter en externe, et on imposait, c'est ça la stipulation pour autrui, on imposait à une autre entité du groupe déjà de geler ses recrutements et de proposer en priorité ces postes qui étaient ouverts à mes salariés qui allaient potentiellement être licenciables ou licenciés. Et il y a eu pas mal de jurisprudence à l'époque où la société qui avait refusé, du même groupe, qui avait refusé de proposer en priorité le poste à ce salarié licenciable, s'est vu condamné au tribunal de grande instance pour manquement à son obligation de loyauté. Donc on est arrivé dans une situation, et je pense que la réforme du législateur qui est venu de dire c'est très compliqué d'aller imposer à une autre entité, quand bien même on fait partie du même groupe, de recruter un collaborateur, de geler et de recruter en priorité ce collaborateur, qui est certes potentiellement licenciable, et c'est la raison pour laquelle je pense que cette notion du groupe, elle est venue un petit peu être retravaillée par la loi, et avec une notion un petit peu plus restrictive du groupe en matière de reclassement. C'est exactement le même système que l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc c'est à nous, quand je disais qu'on doit créer les 20 ans, une convention collective pour les 20 prochaines années, c'est de se méfier de l'obligation. C'est-à-dire que l'obligation, c'est le meilleur des moyens pour un patron de ne pas l'exécuter. Et donc, il faut toujours se méfier de cette entrée-là, et donc toujours miser sur l'objectif, et ensuite on trouve les moyens à ces objectifs généraux. Et donc là, on a un travail paritaire qui doit, alors là c'est un avis très personnel, mais qui doit se décaler sur le faire plutôt que le dire, et ne pas se soucier des conséquences d'un texte qu'on a adopté ensemble. Un message pas très subliminal. Un autre point, licenciement perso, motif personnel. On ne rentre pas dans le fond parce que y a souvent des situations qui ne peuvent pas être généralisées ou qui, malheureusement, leur généralisation entraînerait une analyse biaisée. Moi, j'ai retenu 4 arrêts. Vraiment là, plutôt dans la forme et dans la procédure et dans l'articulation. On parle des textes conventionnels, et dans l'articulation de ces textes, on en a vu un, et donc le cours d'appel de Douai, et l'articulation avec les statuts de l'OGEC. Donc là, vraiment, statut de l'OGEC, statut de l'enseignement catholique,
statut du chef d'établissement. Donc, et droit social. Alors là, c'est un colloque de 3 jours. Vraiment vous alerter sur la nécessité de modifier les statuts lorsque l'enseignement catholique a décidé de changer son statut, que lorsque le statut du chef d'établissement est modifié sur décision de l'enseignement catholique, que les statuts des OGEC doivent également être modifiés. Et une fois que les statuts de l'OGEC sont modifiés, la moindre des choses, c'est de les appliquer. Pascal Ballement parlait de la congruence du dire et de le faire dans la fécondité. J'ai retenu ça, c'est important de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, mais surtout qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Là, donc un arrêt, Cour d'appel d'Amiens, 26 juin 2019, la question se posait de savoir si le seul président d'OGEC pouvait procéder au licenciement d'un des salariés, ou est-ce que le seul chef d'établissement pouvait procéder au licenciement sur sa seule décision. Qui engageait le conseil d'administration ou pas. S'agissant de cette situation-là, c'est l'article 14 des statuts de l'association qui disait « Le conseil d'administration, en accord avec le chef d'établissement, recrute et licencie toutes les personnes de droit privé. L'accord n'avait pas été sollicité, pas de délibération du conseil d'administration. Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. » Donc là, formalisme, délibération, accord, application stricte des statuts. Donc il faudra quand même le répéter sans cesse, les conséquences du non-respect des statuts vont irriguer le droit social et le droit du travail. Défaut de cause réelle et sérieuse sur le fait qu'on n'ait pas prouvé. Ça se trouve, le conseil d'administration avait délibéré formellement sur le sujet, mais on n'avait pas pris soin de produire un PV ou d'écrire une délibération. Donc attention, dans une logique de gouvernance associative, de bien veiller à consigner les délibérations et de l'apporter comme élément de preuve dans le dossier. Autre sujet, là un peu un point d'alerte, licenciement de chef d'établissement. Ce licenciement nécessite l'accord de la tutelle. La tutelle a-t-elle été consultée? Est-ce que la tutelle a donné son accord? Un accord express est demandé. À défaut d'accord express, défaut de cause réelle et sérieuse. Dans l'affaire, Cour d'appel d'Agen, 25 juillet 2019, là, la tutelle, on a pu produire un courrier de la tutelle dans le cadre du licenciement d'un chef d'établissement. Donc on voit vraiment là qu'il y a dans l'argumentaire du chef d'établissement licencié une volonté d'appliquer strictement les statuts, le statut et le statut de l'enseignement catholique. D'ailleurs, c'est étrange parce que dans l'absolu, il aurait pu aller sur autre chose, du co-emploi, du périmètre de reclassement, pourquoi pas, parce qu'un organisme tiers qui valide le licenciement, qui procède d'une association, ça pose d'autres problèmes, on aurait pu réorienter. Mais on sent que là, la démarche était plus institutionnelle et dans le respect des écrits que dans une logique de recherche financière. Et on a une autre affaire, Cour d'appel de Toulouse, 21 septembre 2018, où là, la question était posée de l'absence du président. Et donc, c'était le vice-président qui avait signé la lettre. Et donc, avait-il reçu par délibération une délégation pour procéder à une décision comme un licenciement. Donc là encore, formalisme, formalisation de la décision. Je ne sais pas si vous avez... on avait ce dossier-là sur les SAS, je crois. Oui, on a eu ce dossier-là sur le signataire d'une lettre de licenciement, notamment dans les groupes de sociétés. Est-ce que le DRH, qui ne faisait pas partie d'une entité, pouvait licencier un salarié d'une autre entité d'un groupe? Alors c'est d'aller très loin. Il y avait également dans les SAS, disons que le défaut de signataire entraînait la nullité du licenciement. Donc la nullité, c'est beaucoup plus grave, puisque la nullité, réintégration, ça emporte des conséquences financières qui sont beaucoup plus importantes.
importante. Et puis la Cour de cassation a finalement tranché dans les groupes de sociétés. Mais pour revenir effectivement sur les statuts, ça a une importance capitale, ce respect des statuts, sur le signataire de la lettre de licenciement, parce que effectivement, un salarié pourrait valablement dire la personne qui m'a licencié, qui a signé ma lettre de licenciement, n'avait pas le pouvoir. Donc je considère, et pourrait me solliciter effectivement, moi je suis toujours salarié de cette société. Donc on revient sur le concept de nullité. Alors il n'y a pas de nullité sans texte, donc c'est un petit peu compliqué d'aller sur la nullité, mais effectivement, encore aujourd'hui, on a des demandes, alors dans les sociétés, des demandes de salariés qui nous disent la personne qui m'a licencié n'avait pas de délégation de pouvoir. Ça, c'est dans les groupes de sociétés. La délégation de pouvoir, elle est extrêmement importante en amont de la procédure de licenciement. On donne le pouvoir à quelqu'un de mener l'entretien préalable, de signer la lettre de licenciement, puisque c'est l'élément de forme facile à respecter, qui va être contesté si vous ne l'avez pas respecté devant le Conseil de prud'homme. Donc c'est vraiment le respect des statuts, le respect d'une convention collective sur les procédures de licenciement, c'est très important. Avec peut-être une petite nuance, je ne sais pas si vous avez ça dans les conventions collectives. Par le passé, quand on ne respectait pas une procédure qui était prévue par une convention collective, notamment un conseil de discipline qu'il fallait réunir avant de prendre une décision, la jurisprudence considérait que le licenciement, il était sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire qu'elle ne regardait même pas les griefs que vous invoquiez dans les lettres de licenciement. Elle considérait que le non-respect de cette procédure conventionnelle entachait le licenciement de contestation. Aujourd'hui, la loi, depuis l'ordonnance, prévoit que ce défaut de respect de la convention collective, ce n'est plus du licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est de l'indemnité, alors c'est 1 mois de salaire, mais ça n'entache plus la régularité du licenciement. Donc il y a quand même une évolution de la jurisprudence sur, alors c'est pas les statuts et la signataire de la lettre de licenciement, c'est plus dans le respect de la convention collective, notamment sur les procédures qui sont comme ça un petit peu exorbitantes de droit commun, si je dois saisir une commission. Aujourd'hui, si je la saisis pas, il faut toujours la saisir, hein, c'est mon conseil, puisque devant un juge de dire j'ai saisi la commission a décidé tel élément, elle a validé ma décision, même si elle ne l'a pas validée. Mais aujourd'hui, sachez que le risque est un petit peu plus limité, puisqu'on n'a plus le licenciement sans cause réelle et sérieuse, on a une indemnité qui est de 1 mois de salaire, je ne me trompe pas. Autre motif de recours, alors là c'est un peu une surprise, alors vous nous éclairerez sur votre pratique au quotidien, un peu une surprise, nous on ne l'avait pas ressenti en fonction des questions, je ne sais pas si Mathieu, tu avais vu ça dans les questions qui sont portées au SNEL, une forte propension à solliciter la résiliation judiciaire du contrat et une prise d'acte. Nous on n'avait pas traité ces sujets-là ou de manière assez limitée dans l'approche, des prises d'actes certaines fois, des résiliations, nous on n'avait pas connaissance de ces dossiers. Prise d'acte, oui, donc on a fait des courriers de réponse aux prises d'actes motivant, etc., et disqualifiant le futur licenciement, mais par contre on n'avait pas cette articulation prise d'acte et résiliation que j'ai pointée. 3 sujets essentiels, ça éclaire aussi nos propres pratiques. Non-paiement d'heures supplémentaires en demande, qui justifierait une prise d'acte de rupture, c'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une prise d'acte, hein, c'est le salarié qui estime que puisque l'employeur ne respecte pas une obligation ou plusieurs obligations, met un terme, enfin estime que son contrat de travail a pris fin immédiatement. Hein. En définitive, c'est une démission qui est motivée par vos manquements. Donc une démission contrainte. C'est les manquements de l'employeur qui a motivé cette démission. Et il y a une petite nuance entre la prise d'acte, c'est pour ça que je vous rejoins sur la recrudescence de contentieux sur la résiliation judiciaire. La prise d'acte, elle met fin immédiatement au contrat de travail. On envoie la lettre, voilà, moi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de tel et tel manquement. Alors bien évidemment, la plupart du temps, le salarié dit « je reste à votre disposition pour exécuter le préavis ». Il le fait très rarement. Et la nuance avec la résiliation judiciaire, c'est que le salarié reste en poste. Il est en poste. En général, dans 90% des cas, il est en arrêt maladie et il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Et ça veut dire quoi? C'est aussi les reproches par rapport à la prise d'acte, c'est qu'il demande au juge de constater qu'aujourd'hui, il ne peut plus exécuter normalement son contrat de travail et lui demande de prononcer la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur. Donc ça produit des effets, s'il obtient gain de cause, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les 2 cas.
Et s'il n'obtient pas gain de cause pour la prise d'acte, ça produit les effets d'une démission. En revanche, sur la résiliation judiciaire, si le salarié n'obtient pas gain de cause, il reste dans l'effectif. Le juge ne prononcera pas la rupture au tort du salarié, donc il reste dans l'effectif. Donc quand un salarié arrive à une situation de résiliation judiciaire, et aujourd'hui on voit quand même une recrudescence de résiliation judiciaire, parce que ça permet aussi aux salariés de rester en poste. Ça a quand même une petite nuance par rapport à la prise d'acte. La prise d'acte, elle est souvent associée à, quand on fait quelques recherches, à de nouvelles prises de fonction en externe. Qui sont très rapides, alors que la résiliation judiciaire, on est dans une vraie situation avérée ou pas de souffrance, et le salarié sollicite à ce que le juge se prononce sur les manquements qu'il reproche à l'employeur. Donc trois motifs essentiels pour la demande de résiliation. Alors, j'aurais pu être plus fin dans l'analyse de résiliation et prise d'acte, et m'améliorer la prochaine fois. Heures sup non payées ou heures complémentaires non payées, modification unilatérale du contrat. Oui. Sujet qui revient régulièrement. Alors régulièrement dans nos questions, c'est-à-dire qu'on a une phrase type, alors je ne sais pas si Marianne, je ne vois pas Marianne et Alexandre, je pense que Mathieu est la même chose, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas unilatéralement un contrat. Quand il est synalagmatique, c'est la deuxième année de droit, mais bon... Et puis si je peux me permettre, j'ai entendu tout à l'heure une dame qui a posé une question sur les modifications législatives, en demandant si on devait faire signer un avenant. Alors, la règle, en fait, en droit du travail, c'est que dès lors que vous faites signer un avenant, un courrier à un salarié, c'est une modification du contrat de travail. Donc, s'il refuse de signer, vous ne pouvez pas l'appliquer. Donc, le conseil que je vous donne, c'est on ne notifie pas et on n'écrit pas au salarié pour la bonne forme, merci de me retourner ce document signé. J'ai donné un exemple classique, la fiche de poste. La fiche de poste, si vous la faites signer, vous ne pouvez pas la modifier. Si vous modifiez, alors sauf si dans la fiche de poste, vous dites que c'est évolutif, mais ça vous fixe le contrat de travail, et si vous décidez de modifier unilatéralement, dans la mesure où vous avez fait signer ce document, vous ne pouvez pas. Et donc là, effectivement, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, peut solliciter une résiliation judiciaire, et donc il faut éviter de mettre par courrier signé par le salarié quelque chose, des éléments sur lesquels en plus vous n'avez pas la main, des modifications législatives. Si elles sont modifiées dans 6 mois, vous n'allez pas refaire signer au salarié, ou alors vous serez contraint d'appliquer ce que vous avez fait signer. Donc c'est le fait de mentionner dans un contrat de travail qu'il est soumis à une convention collective, ça, il n'y a pas de difficulté, puisque c'est à titre d'info. En revanche, de faire signer un document qui dit voilà, la convention collective prévoit ça, 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 vous allez contractualiser, et toute modification qui ne sera pas de votre fait, elle ne pourra pas s'imposer aux salariés. Donc la modification unilatérale du contrat de travail, elle prend naissance dans ces éléments-là, c'est-à-dire à faire signer trop de documents qui sont en fait que des éléments d'information, qui n'ont pas à être contractualisés dans le contrat du salarié. Merci, Zora. On se regarde avec Alexandre, avec un œil complice. On a de cesse que de le rappeler, chaque support a sa mission. Un document d'information, ce n'est pas un document contractuel, et on ne contractualise pas des dispositions conventionnelles. Alors, il y a la loi et la convention collective, et comme on est très dynamique dans la rédaction de la révision des conventions collectives, à chaque fois on nous pose la question, dès lors qu'on modifie une classif, est-ce qu'il faut modifier le contrat? Non. On a eu cette question en 2010, alors je vais pointer un de vos collègues, mais ça c'est à Nîmes, excusez-nous, un très beau cabinet, je ne sais pas si c'est celui qui vous suit encore aujourd'hui, très beau cabinet national, nous disait non, il faut modifier les contrats parce que vous avez modifié les classifications. Ok, de droit je ne suis pas d'accord avec vous, et en opportunité encore moins, et en volume 70 000 salariés, 70 000 contrats. Donc qui y va? Allez-y. Et comment vous gérez le refus? Enfin, c'est à chaque fois que vous contractualisez, il faut toujours poser la question comment vous gérez le refus. Donc c'est pour ça qu'on vous embête avec ça. Mais merci Zora, vous êtes enregistré, donc maintenant on vous passera la vidéo de Zora sur ce sujet-là. Modification unilatérale du contrat, merci de vos éclairages. Et harcèlement moral, qui est un axe en soi sur la résiliation, enfin la motivation de la résiliation de la prise d'acte. Je reviens sur les heures sup. En règle générale, la résiliation est surtout liée à des situations très particulières.
On a une liquidation judiciaire, disparition de l'établissement. Donc ça, c'est une cour d'appel de Paris du 7 novembre 2018. Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors ça fait partie des arrêts qui m'ont fait tomber de ma chaise. On a quand même malgré tout des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que alors je reviens toujours sur le cumul d'emplois, hein, et ça se matérialise dans la jurisprudence, vos questionnements. On a quand même un enseignant qui demandait des heures supplémentaires payées donc, de manière majorée, puisqu'il y faisait masse de l'ensemble de ses rémunérations. L'une en tant qu'agent public et l'autre en tant que, je ne sais plus ce qu'il était exactement, est-ce que c'est lui qui était régent d'études. Donc il demandait des heures supplémentaires payées majorées, de manière majorée, parce qu'on faisait masse de l'ensemble des rémunérations perçues dans l'établissement, c'est vrai, mais sur 2 statuts différents. Donc, dans sa grande lucidité, le juge d'Aix nous dit quand même que dès lors qu'il y a 2 employeurs différents, les heures supplémentaires sont décomptées dans chaque employeur, chez chaque employeur. Donc, félicitons-nous quand même de cette évidence. Ceci étant, je le pointe en plaisantant, et j'ouvre des portes ouvertes et je rappelle des évidences, mais ce n'est pas évident partout et dans tous les sujets. Et nous aussi, il faut qu'on combatte cette idée-là de faire masse à tout coup des éléments de rémunération perçus ou de donner la possibilité à des agents publics, quels qu'ils soient, et même s'ils intègrent la communauté de travail, des avantages collectifs. On m'a encore posé la question hier soir sur la généralisation de l'intéressement aux agents publics mis à disposition par l'État. Alors bien sûr qu'ils intègrent la communauté de travail en tant qu'IRP, mais de là à leur faire bénéficier d'un accord d'intéressement qui, d'ailleurs, conditionne peut-être demain le futur versement d'une prime Macron en exonération de charges. Vous voyez le déroulé du truc. Si c'est ça, évidemment qu'il n'y aura pas d'intéressement dans nos OGEC, évidemment. Je vous rappelle un arrêt de Cour de cassation de 2016 qui exclut du bénéfice d'une complémentaire santé les agents publics mis à disposition. Dans l'Isère, il n'y a pas de représentant de l'Isère, je sais. Non. Ah si, c'est fou. On ne se connaît pas encore, effectivement. Donc là, c'était un arrêt CFDT contre un établissement de l'Isère et mené par l'UDOGEC et nous, jusqu'en Cour de cassation. Donc il y avait exclusion du bénéfice d'une complémentaire santé qui existait déjà à l'époque. Et on avait supprimé de ce bénéfice les enseignants dès lors qu'ils sont devenus agents publics. Je reviens sur la notion de harcèlement moral et ça fera le lien peut-être avec l'échange qu'on aura tout à l'heure ou peut-être qu'on peut y aller. Moi j'étais surpris que ça soit sur le harcèlement moral, la modification unilatérale de contrats de travail, des difficultés, des mal-être ou une émergence de conflits où il y avait quasiment le même scénario qui était décrit dans les arrêts. On a une situation, je fais très caricatural, on a une situation que vous connaissez, que vous connaîtrez et qu'il conviendra d'accompagner. Chef d'établissement, nouvel établissement, rentrée scolaire. En règle générale, le chef d'établissement est envoyé en mission pour régler un certain nombre de difficultés. Il y a eu des difficultés de gestion pendant quelques années. Une gouvernance au sein de l'OGEC qui était celle qui existait, des grands équilibres un peu rompus et des salariés qui ont pris des responsabilités qui n'étaient pas logiquement celles qu'on attendait dans l'établissement. Un responsable de vie scolaire, typiquement là ce que je vais vous lire, responsable de vie scolaire qui fait le boulot d'un chef d'établissement. Et ça, il y a 3, 4, 5 arrêts qui pointent exactement le même scénario. Et là, pour le harcèlement moral, alors c'est très important le harcèlement moral, mais on ne juge pas le fond, les actes sont là, et c'est l'excès dans le règlement de la situation, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est à la dérive, un chef d'établissement est envoyé en mission pour la régler, il prend les mesures pour régler cette situation, mais peut-être que les modalités de règlement de la situation sont un peu excessives et conduisent à un mal-être qui peut se traduire juridiquement en harcèlement moral. Il résulte certes que sous la direction de X, les fonctions de direction étaient davantage déléguées notamment à Z et X,
qui a pu être amené à assumer des tâches ne relevant pas strictement de sa mission de responsable de la vie scolaire, mais pour autant le retour à une répartition des fonctions plus conforme aux termes du contrat impliquait une manière de faire plus progressive et plus adaptée et n'impliquait pas les conditions vexatoires et brutales dans lesquelles il a été opéré, de sorte que sera retenue l'existence d'un harcèlement moral et un préjudice équivalent à 3 000 €. On supprime les codes, on enlève les clés, on met à l'écart, on ne fait pas plus de place au codir, etc. Dans l'immédiateté, on voit que c'est la temporalité qui ne va pas. Sur la légitimité même des actions, on n'est pas remis en question. Mais par contre, c'est les modalités de celles-ci qui sont critiquables. Donc attention, attention. Et là, un message à faire passer aux collègues, aux OGEC aussi, à la tutelle, où là, en tant que chef d'établissement, demandez un peu plus de temps et des résultats progressifs, puisque vous savez qu'en matière sociale, vous prenez un risque, et là c'est du social, après ça peut être du pénal, vous prenez un risque important si on ne vous donne pas du temps pour la réalisation de la mission dans laquelle on vous envoie. Effectivement, il ne faut pas confondre le pouvoir de direction, vous l'avez. Mais il ne faut pas confondre le pouvoir de direction, de donner des ordres, avec le harcèlement moral. Parfois, malheureusement, certains collaborateurs confondent le pouvoir de direction de donner des ordres et le harcèlement moral. Toute la nuance entre les deux, c'est quand je donne une directive, un ordre, est-ce que je le donne en insultant mon collaborateur ou pas? La nuance, elle est là. Ça ne dénie pas le harcèlement moral, ça ne dénie pas votre pouvoir de direction, mais il faut faire très attention. Moi, j'ai quelques exemples en tête sur le harcèlement moral. Les mails qu'on envoie en rouge avec des points d'exclamation en majuscule, moi, j'ai vu ça dans des dossiers au prud'homme. Donc, derrière, effectivement, quand vous voyez ce type de mail que la collaboratrice recevait de son manager, vous avez du mal à vous dire, alors le harcèlement moral, c'est une option assez subjective, parce que qu'est-ce qui a fait que cette personne a été affectée par telle remarque et qui fait que moi, je ne suis pas affectée par cette remarque. Donc c'est très subjectif, le harcèlement moral. Pour autant, il y a des éléments que le juge va regarder, et je le vois tous les jours au conseil de prud'homme, c'est ces petits détails. Ces mails qui sont écrits en rouge, ou alors la salariée qui indique qu'elle est mise à l'écart, qu'à chaque fois qu'elle demande des congés payés, on lui refuse. Ce genre de petites choses qui font que, au bout d'un moment, effectivement, le collaborateur peut facilement craquer, et le harcèlement moral, il ne faut pas oublier, ça doit avoir un impact sur potentiellement la santé, l'évolution professionnelle, ou ce genre de choses. Donc, il faut être très attentif et bien distinguer la nuance entre votre pouvoir de direction et de donner des ordres. C'est-à-dire, moi, effectivement, je peux dire, est-ce que tu peux demain matin venir un peu plus tôt pour telle ou telle chose, et la manière dont on le dit, il faut aussi réfléchir à la manière dont ressent le collaborateur une directive trop insistante, où la forme est moins mise. Effectivement, un collaborateur fragile, et pas forcément fragile, va ressentir une forme de harcèlement moral. Encore une fois, c'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est aujourd'hui ce qu'on remarque, en tout cas au conseil de prud'homme de Nanterre, mais pour les autres conseils de prud'homme, parce qu'on est en lien, quand on est conseiller prud'homme, on est en lien avec les autres conseils de prud'homme de l'Île-de-France. Et il y a toujours ces demandes de harcèlement moral qui sont faites par les collaborateurs. En revanche, dans la mesure où on le verra après, je pense Jean-René, sur la preuve, dans la mesure où c'est un peu compliqué d'amener des éléments de preuve sur le harcèlement moral, hormis les mails que j'évoquais, le salarié se rabat sur l'obligation de sécurité de résultat. Donc on le verra aussi tout à l'heure, mais le harcèlement moral, c'est aujourd'hui une demande. Vous avez 13 affaires, quand vous siégez, vous avez à peu près 13 affaires. Sur les 13 affaires, vous avez 12 affaires qui portent sur du harcèlement moral. Vous siégez où, encadrement ou commerce? Ouais. Et donc effectivement, même dans le commerce, oui, dans le commerce. Ouais. Commerce, ouais. Donc et encadrement, c'est pareil. Enfin, on fait des petits stats entre nous, et effectivement, il n'y a pas une demande prud'homale. En tout cas, alors il y en a une sur 10 qui ne met pas d'effet de harcèlement moral. Alors ça peut être nuisible, hein, parce que effectivement, avoir trop de harcèlement moral, on doit forcément passer, nous en tant que juges, face à une vraie
situation de harcèlement moral. Et en fait, le pendant, c'est le manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Oui, monsieur, vous vouliez poser. Vous évoquez le nombre de dossiers qui portent sur le harcèlement moral, mais ça a un lien direct avec le déplafonnement des ordonnances Macron. Exactement, exactement. Alors, ça existait déjà par le passé. Hein. On avait, dès qu'il y avait un licenciement, c'était rarement une demande isolée, le harcèlement moral. Ça arrive que les salariés prennent acte de la rupture de leur contrat de travail ou résiliation judiciaire pour des faits de harcèlement moral. Ça, c'était fréquent par le passé. Aujourd'hui, effectivement, les demandes annexes, en raison de l'encadrement du barème Macron, les demandes annexes ont explosé. Mais il ne faut pas non plus éviter une réalité qui existe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où on veut des résultats, on les veut vite, on les veut pour hier, et la forme, on l'oublie envers nos collaborateurs. La forme, c'est déjà l'élément le plus important, indépendamment des faits de harcèlement moral qui sont le refus de donner des congés, la mise au placard, qui fait grossier de harcèlement moral. Mais le harcèlement moral qu'on rencontre aujourd'hui au prud'homme, c'est plutôt ce sentiment que le collaborateur est mis de côté sans même que le manager se rende compte de cette situation de harcèlement moral. D'où la formation, on en parlera peut-être après, la formation nécessaire de tout collaborateur qui a des fonctions d'encadrement. Parce que c'est extrêmement difficile à appréhender, encore une fois, cette notion qui est assez subjective. Et en fonction d'un conseil de prud'homme ou d'un autre, ou d'un conseiller prud'homme ou d'un autre, on n'aura pas la même sensibilité face à une demande de harcèlement moral, une demande indemnitaire. Donc on va débouter d'une demande et un conseiller salarié va plutôt, ou un autre conseiller employeur va plutôt estimer effectivement qu'on est sur des faits de harcèlement moral. Donc c'est très compliqué de manière subjective. En tout cas, c'est nuisible en termes d'image d'avoir des demandes de harcèlement moral. Donc il faut tout mettre en œuvre au préalable et notamment la formation pour éviter ce genre de situation. On va peut-être développer le harcèlement. Juste pour rebondir sur vos propos. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même des pratiques qui doivent être abandonnées absolument. Vous avez qualifié cela de grossier. Et ça, on voit, on en a listé quelques-unes. Des pratiques du quotidien qui n'ont pas tout à fait la même résonance d'un salarié à l'autre. C'est ce que j'ai compris des propos. Donc c'est la personnalisation de l'approche. On a toujours fait ça, donc il n'y a pas de raison que X ne rentre pas dans le moule. Hein, c'est un peu ça. Après, vous allez développer peut-être les signes et avant-coureurs, enfin, ce que vous, en tant que magistrat, cette fois, vous pouvez décoder, et peut-être en tant que conseil, cette fois, comment on peut combattre le harcèlement. Et je voudrais que vous développiez un autre sujet, qui est de se dire, la responsabilité de l'employeur, elle est manifeste, elle est manifeste même si le harcèlement ne vient pas forcément du manager, mais peut venir des collègues, d'un subordonné ou d'un tiers à la relation de travail. Et nous, qui avons une richesse d'organisation, le harcèlement peut être issu de pratiques de tiers à la relation de travail. On ne va pas développer, mais j'ai donné quelques indices tout à l'heure. À titre personnel, on peut rebondir sur certains propos que vous avez tenus sur des majuscules en rouge où on nous dit X, il faut arrêter les bêtises ou les conneries. Voilà, c'est ce genre de pratique où là, l'employeur est responsable d'agissement d'un tiers. Et donc, pour nous et notre environnement, il faut vraiment l'intégrer. Et là, je crois que ça passe aussi par la formation et l'information. Effectivement, on a tendance à penser que le harcèlement, c'est forcément le manager envers le collaborateur. C'est pas tout à fait vrai. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, on voit aussi des harcèlements collatéraux, donc entre collègues, voire des harcèlements de prestataires envers les collaborateurs. Des prestataires qui sont présents, prestats informatiques, ils sont présents et il y a du harcèlement. Alors, plus dans des cas de harcèlement sexuel, dans les cas qu'on a eu à rencontrer. Mais il faut être extrêmement vigilant parce que le pendant du harcèlement moral, c'est votre obligation de sécurité de résultat. Donc, toutes les personnes qui sont sur le site, vous avez une obligation envers elles, c'est de les protéger. En ce qui concerne le harcèlement, c'est un peu la façon dont on voit un petit peu le conseil de prud'homme, en tout cas, et la cour d'appel pour voir si un employeur peut être reconnu coupable de faits de harcèlement. Et c'est un peu le conseil que je pourrais vous donner en matière de harcèlement, c'est qu'à mon sens, il y a 3 points essentiels. Le premier,
c'est sur les signaux, c'est identifier des faits de harcèlement moral. Mais identifier ce qui va amener à du harcèlement moral ou une demande de harcèlement moral d'un de vos collaborateurs. Comment on l'identifie ? De l'absentéisme régulier, des retards réguliers. On a eu aussi des collaborateurs qui, on a vu sur quelques semaines, quelques mois, perdre 15-20 kilos. On a aussi des collaborateurs qui commencent à s'épancher un peu auprès de leurs collègues sur le mal-être qu'ils vivent aujourd'hui. Les absences, les arrêts maladie, ça aussi c'est très important de regarder l'état des arrêts maladie. Et une fois effectivement que vous avez identifié ces signaux, le deuxième point essentiel, c'est agir. Donc vous avez identifié, ensuite vous avez agir, et on verra que le troisième, c'est prévenir. Agir, c'est agir comment ? Et ça, c'est ce que regarde le juge. Parce qu'effectivement, on nous dit, vous avez une obligation de sécurité de résultat. Ce qui veut dire, en définitive, que le harcèlement moral ne doit pas exister. C'est ça une obligation de sécurité de résultat. Elle n'est pas de moyens, elle est de résultat. Donc ça ne doit pas exister chez vous des faits de harcèlement moral. Donc, agir, c'est extrêmement important. Dès que vous avez des faits qui, pour vous, s'apparente à un malaise, un mal-être du collaborateur, vous avez plusieurs moyens qui vous sont offerts. La médecine du travail. Envoyer le collaborateur voir la médecine du travail, on y pense rarement. Mais la médecine du travail, c'est pas simplement en tant que visite de reprise, visite d'embauche, visite périodique. Vous avez aussi la médecine du travail la visite peut être programmée à la demande de l'employeur. Donc, envoyez votre collaborateur qui s'adresse à la médecine du travail où il parlera un peu plus librement si vous avez ces signaux qui sont importants et qui sont récurrents chez un collaborateur. Et puis, l'autre élément, si vous avez effectivement un collaborateur qui met des mots et qui dit « je ne suis pas bien au travail, je ne vis pas bien », ou alors il parle de faits de harcèlement moral, l'enquête est indispensable. Faire une enquête, alors que ce soit, je ne sais pas si vous avez des accords qui prévoient des enquêtes ou une procédure interne que vous, de manière unilatérale, vous pouvez la mettre en œuvre, mais faire une enquête, associer un représentant du personnel à cette enquête pour essayer de conserver un caractère neutre, entendre tous les collaborateurs du service et faire les conclusions de l'enquête pour en déduire est-ce qu'il y a des faits qui sont effectivement qui pourrait s'apparenter à des faits de harcèlement moral. Moi, diverses reprises chez mes clients, on a procédé à une enquête et il s'est avéré, après avoir entendu l'ensemble des collaborateurs, que la manager, effectivement, était auteur de faits de harcèlement sexuel, ce qui est assez rare puisque c'était une femme et les collaborateurs des hommes. Mais l'enquête a conclu, on a l'égalité des sexes, hein, donc on peut aussi. Donc l'enquête, effectivement, a conclu, une enquête qui nous a permis aussi d'entendre l'ensemble des collaborateurs, a conclu à ces faits de harcèlement en l'espèce sexuel. Et ensuite, derrière, agir. Agir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre les sanctions. Si des faits sont avérés de harcèlement, il faut prendre des sanctions. Ça peut être une mobilité, ça peut être retirer l'encadrement de certains managers, et puis dans des cas plus graves, comme on a souvent à connaître, ça peut être aussi la rupture du contrat de travail. Si l'enquête n'aboutit pas à des faits de harcèlement moral, il faut protéger son collaborateur. Je vous rappelle cette obligation de protéger la santé physique et mentale de votre collaborateur. Et donc, il y a des moyens aussi pour l'aider à se remettre dans une situation de réussite, de confiance au sein de votre établissement. Donc, ça peut être aller voir des visites régulières avec la médecine du travail, aller voir des psychologues, l'aider parce que parfois, le harcèlement moral et la situation un peu de stress que vit un collaborateur, elle n'est jamais du seul fait de ses conditions de travail. Il y a toujours un élément personnel qui fragilise le collaborateur. Et on nous dit, et c'est ça qui est un petit peu schizophrène dans la jurisprudence, c'est qu'on nous dit qu'on devrait prendre en compte ces éléments-là alors qu'on n'est pas censé prendre en compte la vie privée du salarié. Donc, c'est un peu compliqué, mais effectivement, il faut être assez vigilant
envers des collaborateurs qui sont dans une situation que vous savez officiellement ou en off, fragile. Et puis après, quand je dis prévenir, c'est ne pas oublier de mettre en œuvre des actions de formation. C'est essentiel, les actions de formation. Il y a pas mal aujourd'hui d'organismes qui aident sur les risques psychosociaux. Je pense que vous verrez ça cet après-midi, qui aident aussi pour avoir les bonnes pratiques, les bonnes tenues, les bonnes postures quand on manage un collaborateur. C'est essentiel parce que c'est une demande qui est très récurrente, comme je vous l'ai dit, au Conseil de prud'homme. C'est indépendamment du risque financier encouru, c'est la vie de vos collaborateurs. Et la vie et le bien-être de vos collaborateurs, je pense que toute entreprise et tout établissement, ce qu'elle veut, c'est des collaborateurs heureux. Et donc il faut mettre en place tous les moyens nécessaires pour effectivement préserver ces conditions de travail et éviter, dans une situation que vous ne maîtrisez pas, éviter que cette situation de mal-être au travail perdure sans agir. Donc l'action, elle est très importante en matière de harcèlement moral. Bon, ben merci de ces éclairages. Ça introduit le propos de cet après-midi. Je crois que, mesdames, on aura à rebondir sur ces propos et ça éclaire aussi notre action commune à mener. Peut-être moins dans l'obligation, mais plutôt dans le faire, pour mouvoir des bonnes pratiques, de la formation, de l'information et des outils pratiques pour identifier et au final, sur le prisme, prévenir et agir. Et donc, derrière, l'action est donc ce triptyque. J'ai même l'impression que c'était le sous-titre de la journée. Analyser, comprendre, agir, vous voyez, avec une démarche de prévention, mais on en reparlera cet après-midi. Merci beaucoup de ces éclairages très essentiels, je crois, compte tenu du nombre de... Et vous l'avez évoqué. Donc, alors, point de satisfaction, c'est qu'on n'est pas hors monde. Non. On n'est pas hors sol. Donc, moi, j'ai été surpris, mais vous me dites, en gros, ne soyez pas surpris, vous êtes comme toutes les entreprises de France. Oui, effectivement, les demandes au titre du harcèlement moral. Je ne sais pas si ça nous rassure, mais... Non, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'état des collaborateurs en France, on va dire, mais effectivement, les demandes à ce titre-là sont monnaie courante. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est facile de dire ça et de ne pas agir. Je reviens sur ce point-là parce que c'est très important. Même si c'est l'ère du temps, les moyens, les nouvelles technologies, le fait de s'envoyer des mails tard, le fait de demander des choses à ses collaborateurs de manière urgente, effectivement, c'est ce qui développe aussi, c'est l'ère du temps qui développe ces demandes, même de reconnaissance de maladies professionnelles. Ça a explosé, les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles pour des maladies qui ne sont pas inscrites au tableau, c'est-à-dire burn-out, stress. Mais moi, j'en connaissais une il y a 10 ans. Aujourd'hui, toutes les semaines, j'ai des clients qui m'appellent sur des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Et ce n'est pas l'amiante, c'est effectivement stress, burn-out. Et tout ça découle de votre obligation de sécurité de résultat et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour préserver la santé physique et mentale de vos collaborateurs. Et il ne faut pas oublier, et je rebondis ce que vous disiez, effectivement, c'est que le collaborateur, au prud'homme, il va chercher la responsabilité de son employeur. Donc vous serez toujours reconnu, enfin, ou en tout cas appelé à être reconnu responsable. Alors déjà, pour une raison simple, ça vous l'aviez évoqué, c'est une question aussi de solvabilité. On va chercher la responsabilité de son employeur pour des faits commis par un manager, un collègue, un prestataire, mais... il n'est pas rare, moi je l'ai vu une fois dans ma carrière, où effectivement le salarié avait appelé solidairement le manager et l'employeur devant la justice. Et après, il ne faut pas oublier que pénalement, c'est le manager qui est responsable, ce n'est pas l'entreprise. L'action, alors il peut avoir deux actions, à la fois l'entreprise et à la fois le salarié, mais bon, les procès récents le montrent aussi, les salariés et les managers et les dirigeants peuvent être appelés pour des faits de harcèlement moral devant les juridictions pénales. Et c'est dans l'air du temps, on en voit de plus en plus. Auparavant, par le passé, il n'y avait pas vraiment d'action pénale, c'était plutôt des actions prud'homales. Aujourd'hui, il y a une multiplication des actions pénales et c'est assez, entre guillemets, réconfortant pour le collaborateur qui dépose une plainte, puisque la différence entre l'action prud'homale et l'action pénale, c'est que je n'ai pas amené au pénal la preuve. C'est au juge d'aller chercher la preuve. Moi, je dépose une plainte et ensuite,
Le juge instruit, le procureur voit s'il poursuit cette plainte et c'est lui qui va aller chercher des éléments de preuve. Donc c'est pas à moi d'apporter la preuve, alors que au civil, c'est à moi d'apporter la preuve que j'ai été victime de faits de harcèlement moral. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'actions pénales qui sont diligentées envers des managers et envers des entreprises sur des faits de harcèlement moral et sexuel. Et on parle beaucoup dans la presse d'un harcèlement institutionnel. Oui. Bon, il y a eu le procès France Télécom, etc. Et ça, vous sentez dans les dossiers pointer cela, c'est-à-dire de dépersonnaliser le propos, le contentieux, vers quelque chose de plus institutionnel, de plus organisationnel et structurant dans le management. Mais je pense que ce que veut dire la Cour de cassation quand elle parle effectivement d'un mode de management dans l'entreprise, qui est ce mode de management de harceleur, c'est que tout le monde le sait, tout le monde le vit, les dirigeants le savent et on laisse faire. C'est la façon de fonctionner de l'entreprise. Et je pense qu'il y a aussi ce point-là qui est de dire le fait qu'il y a un harcèlement institutionnel, c'est en définitive comme si c'était inscrit dans les statuts. Dans notre entreprise, on le fait, on peut harceler et les dirigeants ne diront rien, les managers, le DRH ne dira rien. Voilà, ça s'est toujours passé comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats. Et ce qu'elle veut sanctionner, la Cour de cassation, effectivement, c'est la culture, quoi. Voilà, la culture exactement de l'entreprise et la responsabilité commune de tous les protagonistes et pas seulement du responsable, entre guillemets, de l'entreprise, le délégataire ou autre. Mais toute l'entreprise est responsable dans ce cas-là. Merci beaucoup.